Alors, donc, la ville, la cité européenne. La ville, comme vous le savez, est un des éléments fondateurs de l'Europe et de la civilisation européenne. Cette civilisation européenne s'est développée et s'est répandue grâce à des cités comme Bruges, Florence, Nuremberg ou Venise, des lieux d'échange, de commerce, de foires, de banques ou d'imprimeries, des plaques tournantes de l'Europe médiane. À l'ère industrielle, la ville européenne est aussi devenue un espace social, de mutualisation et de redistribution. Par ailleurs, au fil des siècles, une certaine idée de la ville européenne s'est constituée autour de lieux communs caractéristiques comme le café, l'église, la gare, le jardin public, le théâtre ou le musée, autant de lieux de connivence et de socialisation. Saskia Sassen est de retour en plus. Aujourd'hui, mondialisation oblige, nous sommes entrés dans l'ère des villes globales, terme défini par Saskia Sassen dans l'un de ses livres qui s'appelait justement les villes globales, ou ce qu'on peut aussi appeler des villes de flux, selon le titre du dernier ouvrage d'Olivier Mongin. Ces villes globales s'articulent autour d'hyperlieux, plus ou moins inédits et toujours de grande échelle, comme les ports offshore, les aéroports, les gares TGV ou les shopping malls, qui sont entièrement dédiés à la connexion mondialisée de la cité, et aussi souvent, ces cités globalisées, ces cités globales, sont associées à des non-lieux, c'est-à-dire des zones informelles et enclavées où s'entassent les populations migrantes. Cette ville globale est polarisée, et on y retrouve en fait les mêmes contradictions, les mêmes césures qu'à l'échelle de la planète et des nations, comme si la ville globale, cette ville des flux, était le lieu de localisation de la mondialisation. Et on peut le voir par exemple dans des villes comme Paris ou Londres, qui sont des villes globales européennes bien évidemment. Et donc cette courte introduction soulève quelques questions dont nous allons débattre cet après-midi. À l'heure des cités globales, comment les villes européennes peuvent-elles se réinventer ? Comment la ville globale, cette ville des flux, peut-elle garder une forte composante européenne, à savoir une réelle urbanité, sans tomber dans un des excès que connaissent nombre de cités européennes aujourd'hui, à savoir devenir des villes-musées ? Comment recréer des lieux de connivence dans la cité européenne qui, lorsqu'elles en ont les moyens, se développent à peu près toutes selon un triptyque global, vert et connecté ? Enfin, en quoi les nouvelles technologies peuvent-elles renforcer l'urbanité évanescente de nos cités ? En bref, la cité de demain peut-elle s'inventer en Europe aujourd'hui ? Avec nous pour en discuter, à mon extrême gauche, Elena Alfaro, qui est espagnole et qui est gestionnaire de l'unité de l'innovation du groupe BBVA, où elle dirige l'initiative mondiale Smart Cities, à savoir la création de nouveaux services urbains basés sur une gestion des données et de l'information efficace. À ma gauche, tout près de moi, donc, vous l'avez compris, Saskia Sassen, qui est à la fois néerlandaise et américaine, professeure de sociologie à l'Université de Columbia à New York, dont elle co-dirige le comité de la pensée globale. Saskia Sassen est l'une des pionnières de l'étude de la mondialisation, et notamment des villes globales, et elle a reçu cette année le prestigieux prix des Asturies pour les sciences sociales. À mon extrême droite, Philippe Sajan, qui est vice-président d'IBM France en charge. L'extrême droite, c'est le hasard. Il n'y a jamais de hasard, mais oui, je vous le concède, c'est du hasard. Donc, à mon extrême droite, malheureusement pour lui, donc le vice-président d'IBM France en charge du programme Smarter Cities, qui consiste à mobiliser tout le potentiel des technologies de l'information et de la communication pour répondre aux défis liés à une urbanisation croissante. Par ailleurs, Philippe Sajan a une autre casquette, une deuxième casquette. Il est aussi conseiller municipal à Nogent-sur-Marne, où il est en charge de l'aménagement durable et de l'efficacité énergétique. À ma droite, Roland Thompson, que le programme a présenté d'une manière peut-être un peu réductrice, à savoir comme un architecte, et qui me dit qu'il est plutôt innovateur social dans le domaine de l'urbanisme, de la cité contemporaine. Et Monsieur Messica, Jean-Louis de son prénom, qui nous a rejoints cet après-midi et qui est adjoint à la mairie de Paris. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, qu'est-ce qu'une ville globale européenne ? Est-ce plutôt le modèle de Londres ou de Berlin ?
et quelles sont les composantes en fait de cette ville globale européenne. Alors je vais peut-être laisser la parole d'abord à Saskia Sassen qui va, je vous en prie, qui va nous définir un petit peu peut-être donner un cadre vaguement théorique sur ce que serait la ville globale européenne. Well, I'm going to speak in English. Je vais parler en anglais. Mon français n'est pas trop bien. Alors, moi, je comprends tout. Après, s'il y a le débat, etc., on peut faire en français. C'est mieux que je parle en français. Oui, mieux que français? I know there are people who only know English. Okay, fine. Alors, so I speak English. Je vais parler en anglais. So I just want to clarify. Je voudrais être plus clair. La ville mondialisée est une idée analytique qui nous permet de voir quelque chose qui existe au sein de ces très grandes villes, de ces mégapoles que vous ne voyez pas par ailleurs. Par exemple, il y a l'immeuble des bureaux, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est relié à des réseaux Internet? Vous avez un ouvrier peu qualifié, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Elle fait le ménage quelque part précisément. Elle fait le ménage dans une infrastructure stratégique. Son emploi, ses travaux sont d'ordre stratégique par rapport à un travail qu'elle ferait par exemple chez un particulier. Si elle venait faire le ménage chez moi, ce ne serait pas du même ordre. Donc, quand je pense à la ville européenne globalisée, mondialisée, je pense à deux fonctions de production. La première, c'est économique. Là, vous voyez la différence. Toutes ces villes européennes mondialisées sont tous différents au plus haut niveau de la spécialisation. Ce ne sont pas des villes homogènes. Ce qui est homogène, c'est un ordre visuel, les marchés de consommation et certaines infrastructures et normes. Donc, vous avez une infrastructure de pointe au centre financier de toutes ces villes globalisées, mais quel type de processus du secteur financier a lieu, cela peut dépendre d'un lieu à un autre. Il y a aussi la production, ce que j'appelle la production politique. La production de la politique, il s'agit du monde informel, des grandes entreprises, la finance, quelque chose qui a changé les principes de base dans beaucoup de nos pays par rapport à ce qu'il nous faut pour faire tourner l'économie, ce qu'on appelle souvent le projet néolibéral. Mais il y a aussi une fonction politique qui concerne le fait que ces villes complexes contiennent à l'intérieur quelque chose d'indéterminé qui leur permet à ceux qui n'ont pas le pouvoir de créer une politique, d'écrire l'histoire d'une façon qui ne leur était pas possible quand ils étaient des esclaves, par exemple, ou lorsqu'ils travaillaient dans des zones rurales. Indétermination, oui, l'espace indéterminé. Il y a un espace indéterminé. Il faut m'arrêter si je parle trop longtemps. Now, then coming to what I really wanted to talk about here, ce dont je voulais vraiment parler, c'est cette question d'une Europe des citoyens. L'Europe des citoyens, c'est peut-être mieux en anglais même. Et ces villes complexes qui contiennent à l'intérieur une indétermination, c'est-à-dire la possibilité d'étendre la gamme des spécificités, du fait même de l'indétermination d'origine. L'espace complexe des villes devient un espace où nous pouvons créer des nouveaux projets politiques. Cela peut être des petits projets politiques à l'intérieur de la ville, mais parce qu'il y a aussi le niveau européen, on peut reproduire ces politiques. Il peut y avoir des espaces liés, des espaces transverses d'une ville à une autre. On peut répéter des projets ou répliquer les projets.
Quand je pense à l'Europe des citoyens, je pense que le rôle de la ville sera critique, précisément parce qu'il y a des forces importantes qui rentrent en jeu et que cet espace indéterminé permet à ceux qui sont sans pouvoir d'avoir une voix au chapitre. Voilà, donc on va dire Sajo, mais voilà, je vous remercie de me passer la parole. Donc je vais continuer en français par contre. Et d'abord, bonjour à tous les gens qui sont venus cet après-midi écouter cette conférence. Donc je voulais d'abord peut-être commencer en expliquant pourquoi IBM, à côté d'aussi éminents responsables de la ville, était présent. Je pense pour deux aspects particuliers. D'abord l'innovation. IBM détient depuis 20 ans le record du nombre de brevets déposés chaque année. Et c'était 6 000 l'année dernière, et on investit 6 milliards en recherche et développement. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en fait des experts du traitement de la donnée. On fêtera nos 100 ans l'année prochaine en France, et depuis 100 ans, en fait, on traite des données d'une manière ou d'une autre. Alors, donc j'anime le programme Smarter City, ou en français, Ville plus intelligente, puisqu'on pense que les villes étaient bien intelligentes avant le numérique ou avant les technologies, donc c'est plus intelligente. Et si on veut le positionner peut-être par rapport aux villes durables et aux villes numériques, je dirais que la ville numérique, c'est celle dont on a besoin. C'est le haut débit, c'est les capteurs. Et ça, c'est peut-être la génération qui est en train de se terminer. Et la ville intelligente, elle va supporter la ville durable. Parce qu'on ne peut pas faire du durable, c'est-à-dire optimiser ses consommations, mieux se déplacer, si on n'a pas d'information. Et pour avoir de l'information, il faut pouvoir traiter cette donnée. Donc la ville intelligente va en fait supporter et aider la ville durable. Alors, par exemple, on parle de ville plus intelligente, mais on peut aussi dire qu'en fait, c'est plutôt une smart citizen, parce qu'en fait, c'est quand même les citoyens qui sont plus intelligents. Et l'idée, c'est de leur apporter des usages pour qu'ils puissent agir différemment. Si on veut revenir sur le sujet, en fait, qui était pourquoi et peut-on en Europe développer finalement un modèle de ville du XXIe siècle, ce qui me frappe, moi, tout de suite, c'est de dire que les villes des pays émergents, par rapport à nos villes européennes, affrontent des défis qui sont totalement différents. Dans les pays émergents, on a une population aujourd'hui qui explose. On sait que dans les 30 ans qui viennent, 1,2 milliard de plus d'individus rejoindront l'Afrique, avec des villes comme Lagos qui feront plus de 200 millions d'habitants. On sait que dans les 25 ans qui viennent, 250 millions de Chinois vont rejoindre les zones rurales dans les zones urbaines. Et donc, c'est des défis d'infrastructure énormes qui portent le défi de la jeunesse, bien sûr, et l'accès à toutes ces ressources. Et là, le risque dans ces pays émergents, c'est finalement d'aller trop vite dans la construction de villes. Et on voit quelques villes caricaturées au travers des réseaux sociaux, où en fait, on les pointe du doigt et on risque d'avoir les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans les années 60 en France, avec des barrières de HLM quelquefois. Du côté européen, on a plutôt une population qui va se stabiliser d'ici 2050. Et en fait, on a des défis d'accès à la ressource rare, de diminuer nos consommations énergétiques. On sait qu'un tiers de l'eau qui est rendue potable est perdu, qu'un tiers de l'énergie est perdu. Et donc, il est extrêmement important de trouver le moyen de réduire cet accès aux ressources carbone et aussi de faciliter nos transports et notre mobilité. Peut-être de ne pas se déplacer finalement, qui est aussi une façon de traiter la mobilité. En France, 1,6% du PIB est perdu dans les embouteillages. Donc c'est vraiment les défis auxquels les villes européennes doivent faire face et bien sûr garder une attractivité dans cette compétition mondiale où ces villes métropoles globales finalement agissent sur le local et sur le global. Alors pour terminer cette première introduction, je dirais que finalement ce qui va permettre d'aider, et encore une fois je dis bien aider, c'est-à-dire que la technologie ne va pas résoudre les problèmes. Elle va aider à améliorer le mieux vivre des citoyens, permettre de créer de nouveaux usages, permettre de créer une coopération et une coproduction au travers du partage des données. Et si on veut, et si on parle tant aujourd'hui des villes intelligentes et des smart cities, c'est parce que depuis 2-3 ans, les technologies ont fait un pas énorme, notamment dans le domaine du big data, dont on parle beaucoup en ce moment, qui consiste finalement à traiter des données en volume, en temps réel, et à pouvoir aller classer finalement les données importantes. Juste un chiffre. En 2011, on a produit autant de données que l'humanité en avait produit depuis son début jusqu'en 2003.
Seulement 20% de ces données sont traitées et on aura 60% des Français auront un smartphone l'année prochaine, d'après Orange, et on est tous en train de créer de nouvelles données. Et donc, première technologie qui va aider, c'est justement cette capacité à traiter données. La deuxième technologie qui est aussi très importante dans les villes et dans ces nouveaux usages, c'est tout ce qui est prédictif. Comment prédire, par exemple, la circulation urbaine dans 1 heure. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Lyon. Et ça va permettre de créer de nouveaux usages. Et enfin, toute cette capacité, finalement, à partager des données au travers différents silos des collectivités qui, justement, ne partageaient pas avant. Et ensuite, je pourrais vous donner quelques exemples concrets plus tard dans le débat. Je voudrais entendre Elena Alfaro qui travaille un petit peu sur qui travaille même à peu près sur le même genre de sujet, j'imagine, chez BBVA, elle dirige l'initiative mondiale sur les Smart Cities. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui s'est dit et vous, quelle est votre approche par rapport à ces cités globales européennes? Hello. Okay. Thank you very much. Bonjour, merci. Je Je n'ai pas compris, je suis désolée, parce que je n'ai pas pris mon casque, mais peu importe. Alors, bon après-midi à toutes et à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Et vous avez dit que je travaillais chez BBVA, et certains peut-être dans la salle ne savent pas ce que ça veut dire BBVA. En fait, c'est une banque espagnole, l'une des plus grandes banques européennes, parmi les 10 premières banques en Europe. C'est une banque de détail qui couvre l'Espagne et l'Amérique latine. Bien, on m'a demandé de faire une proposition concrète lors de cette conférence et de parler des moyens d'atteindre cet objectif. Eh bien, ces villes européennes peuvent devenir de meilleurs endroits pour ceux qui y habitent et ceux qui les visitent en utilisant mieux les données. Je crois fermement qu'avec les données, nos villes prospéreront mieux, seront plus inclusives et plus démocratiques. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par le mot « données » ? Bien sûr, Philippe a déjà parlé de cette notion, mais je vais vous expliquer. Ce n'est pas des statistiques, des rapports, des chiffres partout. Les données, ça veut dire une représentation virtuelle du monde que nous créons tous en utilisant les technologies numériques. Tout ce que nous faisons laisse une trace numérique qui peut être située et retrouvée dans le temps et l'espace. Généralement, ça se passe en temps réel. Lorsque l'on utilise un moyen de transport ou un téléphone mobile pour parler, pour tweeter, lorsque l'on passe devant une caméra dans la rue, toutes les données sont enregistrées et les volumes croissent à une vitesse exponentielle. Et ces données numériques, c'est vraiment un actif qui peut être très utile. Je vais vous dire pourquoi. Nous voyons que ces éléments de données peuvent être les briques de l'avenir, car les données contiennent de la connaissance et dans ce cas-là, nous prenons de meilleures décisions et nous connaîtrons mieux les incidences de nos actes. Il faut analyser les données pour mieux comprendre la réalité, bien sûr pour comprendre le présent, mais aussi le passé. Ceci nous permet de comprendre les schémas qui nous explique pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Les données sont un actif bien particulier. Pourquoi? Il y a 3 raisons. Premièrement, comme toute idée digitale ou numérique, les données peuvent être partagées. Bien, les données peuvent être partagées par ceux qui envoient, mais aussi ceux qui reçoivent les données. C'est donc de la valeur qui augmente à chaque fois qu'on partage ces données avec encore le plus grand nombre. C'est pour ça que les initiatives de Open Data devraient être adoptées à plus large échelle. Deuxièmement, les données peuvent être enrichies grâce à d'autres données pour créer de nouvelles connaissances. Et troisièmement, ceci nous ouvre autant de perspectives que d'utilisateurs. C'est comme une nouvelle matière que l'on peut créer à sa guise comme une sculpture. Et comme toute sculpture, on peut la revoir 1000 et 1000 fois. Afin d'être plus concret, afin de mieux utiliser les big data des villes, je vais vous donner des exemples qui ont lieu déjà dans des villes dans le monde. J'ai classé ces usages en 4 domaines. Elena, je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Y a-t-il une différence entre la façon dont vous utilisez les données pour les villes européennes et, je ne sais pas, pour les villes en Amérique du Nord ou en Afrique? Est-ce que vous voyez quelque chose qui est vraiment particulier aux villes européennes, à la façon dont elles gèrent ces données, dont elles les utilisent?
Eh bien, il faut d'abord créer la donnée quelque part, et ça, chaque ville crée des données. Ensuite, la façon dont on utilise les données, ça dépend beaucoup de la ville. Alors, diriez-vous que les villes européennes sont vraiment particulières, qu'on partage ici des choses que l'on ne partage peut-être pas en Asie ou en Amérique du Nord? Bien. Non, je ne dirais pas qu'en ce qui concerne l'utilisation des données, il y a quelques formes de spécificité. Il y a bien sûr des applications qui sont développées différemment d'une ville à l'autre, sur la base des comportements des gens. Par exemple, une ville pourrait se concentrer, je ne sais pas, sur l'art. Dans ce cas-là, il y aura plus d'applications dans le domaine de l'art. Si une ville s'intéresse plus à la finance, il y aura plus d'applications financières, je pense. Mais sinon, c'est la matière première qui est créée dans ces villes qui compte. On ne peut pas prendre des données d'une ville et essayer de les appliquer dans une autre ville. Quand je vous ai présenté, je m'en excuse. Vous me rassurez, effectivement. Alors vous êtes un peu aux manettes à la mairie de Paris. En plus, vous n'avez pas de micro fonctionnel. Alors vous êtes un peu aux manettes à la mairie de Paris. Par rapport justement aux caractéristiques qu'aurait la ville globale européenne, une ville globale européenne comme Paris, comment vous pouvez la définir? D'abord, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette tribune sur le fait que le phénomène urbain, c'est vraiment le grand phénomène du XXIe siècle. C'est et ce sera le grand phénomène du XXIe siècle. Tout simplement, quelques chiffres ont été énoncés. On entend maintenant beaucoup ce chiffre de 6 milliards d'êtres humains qui vivront dans des villes à l'horizon 2030, c'est-à-dire près de 60% de la population. D'autres chiffres sont tout aussi spectaculaires. 300 millions de Chinois qui vont migrer vers des villes qui n'existent pas encore. Ou alors 60% de la croissance mondiale qui sera portée par les 100 plus grandes villes, par les 100 plus grandes villes de la planète. Donc on voit bien que ce phénomène est un phénomène spectaculaire et durable. J'irais même jusqu'à dire, ça c'est vraiment un point de vue personnel, que si l'État-nation a été la grande figure politique du XXe siècle, la ville-monde sera la grande figure politique du XXIe siècle, avec d'ailleurs des problèmes de tension et de conflits entre ville-monde et État-nation. Notamment parce que certaines de ces villes-mondes seront à cheval sur plusieurs pays. On cite même des villes qui seront à cheval sur 2 ou 3 pays différents. Et on voit bien les problèmes que cela risque de poser en termes de gouvernance et de rapports politiques. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une spécificité de la ville-monde européenne? Oui, il y a une spécificité de la ville-monde européenne. La ville-monde européenne, elle est très ancienne. Elle a une histoire parfois millénaire. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction. Ce n'est pas le cas des autres villes-mondes. Ce n'est pas le cas des villes-mondes américaines, ce n'est pas le cas des villes-mondes d'Amérique latine. Pour l'Asie, c'est différent parce qu'on sait que Pékin a peut-être un âge plus avancé que Paris. Mais en tout cas, les racines historiques, c'est quelque chose qui fait une différence. Il y a une seconde différence qui me paraît essentielle, c'est la liberté. Alors, on compare souvent des villes comme Shanghai, Singapour, Paris et Londres, mais il y a je ne voudrais pas être désagréable pour les villes asiatiques, mais enfin, il y a une tradition de liberté de penser, de liberté d'agir, de liberté de s'exprimer, de liberté d'entreprendre dans les villes européennes qu'il n'y a pas dans certaines villes, notamment dans certaines villes asiatiques. Puis il y a encore une différence qui me paraît essentielle, c'est la gouvernance. Vous savez, une ville, quand elle s'étend, elle a tendance à s'étendre de façon diffuse, plate. Pour faire une ville dense, il faut une gouvernance politique forte. Paris est une des villes les plus denses du monde. On l'ignore souvent, ça. Hein, avec quelques villes asiatiques, avec Tokyo, avec Séoul, c'est une des villes les plus denses du monde. Si Paris est une ville dense, c'est tout simplement parce que Paris a une gouvernance forte depuis très longtemps. Et que donc, on ne peut pas... et pourquoi c'est un enjeu d'une importance capitale ? C'est un enjeu d'une importance capitale parce que le problème numéro 1 des mégapoles, on l'oublie souvent, ça va être de les nourrir. Et quand une ville s'étend, elle s'étend en consommant des terres cultivables.
C'est pour ça que la densité est aussi importante. Et quand une ville s'étend, elle s'étend en consommant des terres cultivables, qui sont en plus des terres extrêmement riches, parce qu'il est rare qu'une ville s'installe dans des endroits où la terre est pauvre. En général, elle s'installe dans des endroits où la terre est riche. Et donc, quand vous avez tendance à étendre la ville, quand Los Angeles s'étend, sauf quand elle s'étend du côté du désert, ou quand d'autres grandes villes américaines s'étendent, et Dieu sait si elles ont ce problème-là, de ne pas savoir gérer leur densité, les villes américaines, eh bien, elles vont consommer des terres agricoles extrêmement riches. Et je dirais qu'aujourd'hui, un des sujets qui, moi, m'intéresse le plus et qui me paraît le plus important pour l'avenir des villes, c'est de savoir comment les nourrir. Est-ce qu'on doit les nourrir en défendant la théorie des circuits courts, de l'agriculture urbaine? Est-ce qu'au contraire, la mondialisation et la globalisation est la solution à l'alimentation sécurisée des villes? Et je dirais, j'ai pratiquement terminé, je dirais que de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre les villes du Sud et les villes du Nord. On peut apprendre des villes du Sud. Je vais vous donner un seul exemple. Une ville comme Dar es Salaam, 60 à 70% de ce qu'elle consomme est cultivé dans la ville. Et donc pour apprendre en matière d'agriculture urbaine, peut-être que les villes du Nord ont intérêt à regarder le modèle des villes du Sud et voir si jamais elles peuvent s'en inspirer. Voilà, j'ai terminé. Merci. Roland Thompson, par rapport à l'idée de méga-cité, de ville globale européenne, quelle est votre vision de la chose? J'ai changé mon exposé hier soir parce que j'ai eu quelques discussions intéressantes, vraiment intéressantes avec certaines personnes hier. Et en fait, vous voyez, cette conférence a déjà une incidence, en tout cas, sur mon exposé. Comment créer des communautés qui plairont aux gens? C'est ça la vraie question, je crois. Parce que moi, je travaille dans un groupe et nous, on conçoit de grandes communautés en Chine, aux États-Unis, notamment en Chine aujourd'hui, parce que la migration est telle qu'il nous faut aller en Chine. Et l'on est tenté, lorsqu'on fait une grande ville, de faire plusieurs choses, c'est-à-dire créer la communauté, la ville parfaite, lorsqu'on les conçoit, ces villes. Et hier, je parlais avec quelqu'un qui habitait dans une ville qui a été créée il y a 20 ans aux Pays-Bas, parce qu'avant ça, tout était un marais ou de l'eau. Et cette ville a été créée comme ville efficace. Tout était là où tout devait être. Elle a dit que le rond-point était là où on s'attendait qu'il soit. Elle m'a dit que lorsque l'on cherche une prise électrique pour le téléphone, elle est exactement où elle doit être, cette prise. Et elle m'a dit, c'est l'endroit le plus ennuyeux que j'ai jamais vu sur Terre. Et on a trouvé aussi autre chose en Chine, c'est qu'on a découvert qu'ils ont déjà construit énormément de grandes villes, très efficacement. Et malheureusement, les taux de dépression sont énormes. Les gens sont déprimés. Et il y a des quartiers entiers qui se vident parce que les gens repartent dans leur village ou dans d'autres grosses villes qui n'ont pas été bien planifiées. Donc, parfois, cette imperfection nous reflète beaucoup, nous, en tant qu'êtres humains. La question est justement de bien étudier cette imperfection, ces imperfections, de les trouver même. Et l'on pourrait être tenté, notamment, de fournir une solution qui nous vient du haut, en disant « voilà comment créer la perfection, voilà ce qu'il faut faire pour avoir une belle ville ». C'est un point de départ, c'est vrai, mais en fait, la solution se trouve dans le système, la solution se trouve dans la culture même des gens. Il existe des groupes de personnes qui sont très proactifs dans toute culture. Si vous arrivez à les trouver, si vous arrivez à trouver ces ressources humaines, ces personnes vont transformer ces zones, ces endroits, ils vont agir au centre du flocon de neige, si je puis utiliser l'image, parce qu'ils ont cette identité qui leur est propre. Je parlais à un économiste politique tout à l'heure et je parlais exactement de cette idée. Et cette personne m'a dit, oui, c'est vrai, c'est bien, ça s'appelle en anglais political utility, c'est-à-dire englober tout le monde dans la politique. Les gens aiment faire partie de toute construction, même par exemple une centrale nucléaire. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure, mais on pourrait peut-être aller plus loin. Et cette personne m'a posé la question.
Est-ce que ça, c'est une démocratie pour un groupe d'intérêt particulier ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ces personnes-là sont engagées, essaient de s'engager, donc ils ont besoin d'être représentés en tout cas. Bon, il y a quelques exemples de ces communautés qui ont créé énormément de valeurs, de tissu social. À Londres, par exemple, vous avez dans la partie nord une partie qui était très industrielle, vous avez des canaux un peu partout dans la partie nord de Londres, et tout ceci s'est arrêté avec l'arrivée des chemins de fer. Et les gens jetaient leurs déchets là-dedans, il y a de la boue, etc. Plus personne ne s'occupait de ces endroits-là. Et il y a un groupe mené par le grand-père d'un de mes amis, qui, en fait, travaillait en tant qu'artiste et musicien à temps partiel, mais le week-end, il était avec d'autres amis qui adoraient ces canaux et il s'est battu contre les autorités locales et il a été soutenu par la couronne et ils ont fait ça de façon volontaire. Les enfants étaient là, on nettoyait les canaux pour pouvoir à nouveau avoir de belles pièces d'eau. Et maintenant, à Londres, vous verrez que cette zone attire beaucoup les touristes. C'est là où vous avez beaucoup de grandes maisons parce que vous avez ce tissu culturel. Tout le monde souhaite aller là-bas pour, par exemple, regarder les oiseaux sur ces pièces d'eau le week-end. Et ce ne sont pas simplement des petits groupes qui font ça, des groupuscules, ce sont aussi des personnes. À Berlin, vous avez Marpark, par exemple. Ce parc a été construit dans un programme plus large en Europe de l'Est. Et quelqu'un a eu l'idée de construire quelque chose ici. C'était un endroit abandonné et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé là et il avait une batterie, un haut-parleur, et un peu comme un karaoké. Il a dit « Est-ce que vous voulez chanter dans cet amphithéâtre ?» Et c'était il y a 15 ans de ça. Et maintenant, tous les dimanches, les gens viennent par centaines à cet amphi, simplement pour participer en groupe de 8. Et tout le monde partage quelque chose là-bas. Le temps passe et que l'idée aussi, c'est de dégager des idées concrètes pour trouver des solutions. Nous sommes aussi là pour ça. Dans mon introduction, je mentionnais en fait les écarts qui se creusent dans les villes, comme elles se creusent à l'échelle de la planète et à l'échelle de chaque nation. Et là, j'ai envie de demander à chacun des intervenants comment concrètement, en fait, réduire ces inégalités, ce fossé qui caractérise autant la ville globale que la nation mondialisée et que la mondialisation en règle générale. Saskia Sassen. Well, that is no minor subject. Eh bien, ça, c'est un sujet de taille. Les données sont très claires et frappantes, tellement elles sont claires. Il y a de plus en plus d'inégalités, c'est certain. Et je crois qu'à nouveau, le problème, c'est le problème de la visibilité. Vous savez, moi, ce qui compte pour moi, c'est ce que je vois et ce que je ne vois pas. Par exemple, lorsque vous entendez la BCE qui vous dit que la Grèce se reprend peu à peu grâce à toutes ces mesures, tout va bien, peu de croissance, etc. Ce que la Banque centrale européenne ne voit pas ou ne dit pas, c'est qu'ils ont créé quelque chose de rétréci, réduit, un espace réduit d'économie. Ce qui veut dire que ce qui devient invisible, ce sont ces expulsions, pas l'exclusion, mais l'expulsion, qui a dépassé une barrière systémique. En français, le mot barrière systémique, peut-être. Oui. Alors, systemic edge, ça se comprend, donc, j'espère. en anglais, si vous voulez, systemic edge. Donc, ceci est invisible. 30% des travailleurs, ainsi que de nombreuses petites entreprises qu'on ne voit pas. Donc, la question de l'inégalité joue à deux niveaux, deux espaces. Un espace qui est toujours inclus et l'autre espace qui est exclu. Et ce rétrécissement de l'espace économique a lieu aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas. Ceci a lieu dans de nombreux pays.
Donc, cette période que nous vivons, qui commence pour moi en Occident, au cours des années 80, depuis 10 ans, a atteint sa forme la plus brutale et aussi sa forme la plus complexe, de façon concomitante, car il y a des formes de connaissances très complexes qui se déploient. Les maths des physiciens dans la haute finance, des choses qu'on pourrait admirer, mais lorsque vous essayez de voir où tout ceci va et ce que ça produit des brutalités élémentaires, des brutalités simples. Donc, pour en revenir aux villes, puisque nous parlons des villes, puisque nous parlons d'Europe et des spécificités européennes, je crois que les villes, et notamment les villes les plus complexes, les villes qui ont cette chose indéterminée, et ça c'est très important, qui permet un certain nombre d'interventions. Et je crois donc que la question pourrait être la suivante. Quels sont les instruments pour les gens qui vivent dans les villes quels sont les instruments qu'ils peuvent élaborer pour répondre à ces problématiques? Et là, j'en reviens aux espaces urbains qui sont complexes, extrêmement différenciés, indéterminés quant à certains de leurs éléments. Et la notion de relocalisation est essentielle. Relocaliser certains types de production, relocaliser la fonction du crédit, par exemple. Si vous avez une petite banque, par exemple, même si le propriétaire est un voleur, quelqu'un de peu agréable, peu importe, quel que soit le taux d'intérêt que nous payons, tout cet argent recirculera au niveau régional, plutôt que, je ne sais pas, planter des palmiers en Indonésie. Non, tout l'argent recirculera. Donc il y a deux vecteurs, la relocalisation de tout ce qui peut être relocalisé, et ceci comprend des éléments de la sphère politique. Et établir des connexions au niveau européen par les villes et de façon horizontale. La deuxième chose a trait à l'environnement. Il me semble que les villes, étant donné leur complexité, étant donné la diversité de leurs écologies, eh bien ces villes, et aussi à la lumière de la diversité d'échelles qu'ils ont, peuvent fonctionner comme des espaces complexes, où il est possible d'établir des passerelles ou faire pont entre les écologies des biosphères, les compétences des biosphères et les écologies des villes. Il existe de multiples articulations aujourd'hui. Ça veut dire que vous devez peut-être laisser la parole. Oui, alors. C'est ce que la régie c'est comme ça qu'on fait ici à Londres, c'est bien de le savoir. La France a perdu ses bonnes habitudes et coupe la parole ainsi. Monsieur Sajot. Oui, je pense que le sujet est important et encore une fois, je pense que personne n'a de solution toute faite. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la base est de dire que la ville est complexe et doit rester résiliente par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure de choses totalement préconfigurées qui finalement sont particulièrement ennuyantes et fuient. Mais je pense que par rapport à ce défi des inégalités, il y a aujourd'hui au niveau des villes, des métropoles, deux grands défis qui sont l'énergie et la mobilité. Il faut pouvoir accéder à l'énergie. On parle de plus en plus de la précarité parce que de plus en plus de gens sont dans cette situation. Il faut affronter ces changements climatiques qui perturbent aussi certaines des métropoles. Et il faut pouvoir intégrer les nouveaux modèles finalement de business qu'aujourd'hui nous sommes en train de déployer chacun d'entre nous avec plus d'éthique, plus de partage, plus de coproduction. Et je voudrais citer un ou deux exemples qui supportent ça. Par exemple, l'agglomération de Montpellier a décidé finalement d'utiliser des outils numériques au-delà de l'usage qui peut en être fait pour augmenter l'efficacité de leur service, mais surtout pour partager les données. On parle d'open data. Il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le Green Button pour les données énergétiques et pour les données de l'eau, ce qu'on n'a pas encore fait en France, mais on va le faire, je pense. Et le fait de pouvoir partager ces données en temps réel
de façon prédictive et les corréler entre les différents métiers et les donner aux universitaires, aux PME, aux entreprises pour qu'elles créent de nouveaux usages, a ouvert à des gens finalement la possibilité d'agir, de développer et de participer. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet de désiloter l'ensemble de la ville et des fonctions. Et les outils numériques, finalement, comme disait Olivier Mongin, permettent de gérer à la fois le local et le global. On parlait du banquier tout à l'heure, là, qui est finalement l'honneur a besoin de la métropole, mais il va être dans un réseau mondial, mais il va pouvoir travailler de sa cité. Et à la fois, il va pouvoir innerver l'ensemble des acteurs locaux et donc des acteurs qui vont pouvoir rentrer dans ce système par la technologie, alors que les barrières ne leur auraient pas permis de rentrer avant. Et pour terminer sur ce point-là, on a développé, que ce soit à Lyon, à Stockholm ou dans d'autres lieux, des moyens de faciliter la mobilité. Je parlais tout à l'heure de prédiction de trafic à 1 heure. On déploiera en fin d'année sur Lyon une application d'une plateforme intermodale qui permettra aux Lyonnais finalement de prédire leur temps de transport et donc finalement de peut-être mieux accéder plus rapidement et de perdre moins de temps dans leur transport, quel que soit le mode de transport qu'ils utilisent. Et le fait de faire un report modal vers les transports publics, pour peu qu'ils soient acceptés et peut-être plus confortables dans certaines villes, est aussi important pour que les gens puissent accéder aux lieux importants de la ville. Merci. Elena Alfaro, sur ces thèmes. Thank you. Very briefly, Merci. Alors, très rapidement, je crois qu'il y a des nouvelles façons de pouvoir comprendre les communautés ou les problèmes économiques que les gens ont dans ces villes, parce que beaucoup de choses ont eu lieu, vous savez, et le temps passe vite. Donc, avec ces nouvelles sources d'informations aujourd'hui, les gouvernements devraient pouvoir agir. Je vous suggère d'aller voir les initiatives des Nations Unies qui s'appellent Global Polls. Il y a quelque chose qui s'appelle Big Data for Development. Et là, les Nations Unies essaient de montrer aux gouvernements et aux pays en général comment utiliser l'information d'une nouvelle façon pour vraiment arriver à des plans très concrets et à agir de façon très concrète. Oui, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Monsieur Thompson, parce que je partage vraiment son point de vue. Je crois qu'il faut essayer de modéliser les villes et les grandes villes, mais tout en sachant que les villes ne sont pas modélisables. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit, parce que c'est pas une critique d'IBM que je vais faire, mais c'est vrai qu'on nous propose souvent des systèmes clés en main de gestion des données. Il faut savoir que les passions humaines ne se réduisent pas à des datas, et que les grandes villes, notamment les villes-mondes, sont les villes qui gèrent et qui vivent, dont l'énergie est fournie par les grandes passions politiques et individuelles. Une des meilleures définitions que je connaisse de la ville-monde, c'est de dire que c'est une ville qui accueille des réfugiés dès qu'il se passe quelque chose sur la planète. Au moment du coup d'État au Chili, la communauté chilienne de Paris s'est accrue de façon spectaculaire. Nous recevons actuellement des Libyens, des Syriens, des Égyptiens, et quels que soient les hurlements que pousse l'extrême droite, ils viennent à Paris, ils viennent à Londres, ils viennent à Berlin, parce que c'est là qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir vivre. Nous avons eu notre génération d'Afghans, et quand on sait qu'il va y avoir d'ici 2050 environ 250 millions de réfugiés climatiques sur la planète, vous vous rendez bien compte que le phénomène est loin de devoir s'arrêter. Au contraire, il devrait s'accélérer. Alors maintenant, pour venir à la question que vous avez posée, je suis d'accord avec beaucoup des intervenants. Les villes-mondes sont les villes où s'inventent les nouveaux modèles économiques du futur. Ce sont les villes où se produisent, parce que c'est là qu'il y a les chercheurs, c'est là qu'il y a les créateurs d'entreprises, où se produisent les technologies, où s'inventent les technologies qui vont permettre de résoudre les problèmes qui se posent à l'ensemble de la planète, campagne comprise, que ce soit dans le domaine de l'écologie, ou que ce soit dans le domaine du numérique, ou que ce soit dans le domaine des technologies urbaines. L'économie circulaire, s'il y a un endroit où elle peut se développer, c'est-à-dire cette économie où le déchet de l'un est la ressource de l'autre, s'il y a un endroit où cette économie peut se déployer, c'est justement dans les grandes villes.
parce que justement, c'est elles qui produisent beaucoup de déchets. Nous avons des expérimentations aujourd'hui à Paris de récupération de la chaleur des égouts pour chauffer des écoles ou pour chauffer des piscines. Nous avons des expérimentations de ce qu'on appelle les data centers décentralisés, où en fait, ce sont les radiateurs électriques qui sont installés dans les appartements qui produisent de la puissance de calcul informatique qui est revendue, ce qui fait que le chauffage est gratuit pour le locataire. Vous avez des startups qui font ça, et c'est tout à fait spectaculaire. Donc la récupération d'énergie est un des grands enjeux des villes-mondes. Et je pense que nous pouvons, aujourd'hui, pour une ville comme Paris, 90% de son énergie relève de l'énergie fossile du nucléaire. Il faudrait qu'on soit à 50% d'ici 20 à 30 ans pour pouvoir véritablement réussir notre révolution énergétique et notre transition énergétique. Et puis sur les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de coopérer, c'est exactement pareil. Ça, on l'ignore beaucoup. Dans une ville comme Paris, 10% des emplois dans une ville comme Paris relèvent de l'économie sociale et solidaire. On ne parle pas du tout d'un phénomène marginal. On parle d'un phénomène qui a une importance capitale sur l'emploi dans une ville de 2 300 000 habitants et dans une conurbation de 12 millions d'habitants. Et donc, se rendre compte que l'économie sociale et solidaire n'est pas un petit gadget pour bobo, mais un modèle économique tout à fait viable qui peut se déployer de façon importante, me paraît quelque chose d'essentiel. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que oui, il y a des inégalités. Ces inégalités, elles sont en quelque sorte la conséquence mécanique du fait d'être une ville-monde, puisque c'est là que vous avez des gens extrêmement riches parce qu'ils ont créé des entreprises avec beaucoup de succès, et vous avez des gens extrêmement pauvres parce que justement ce sont les réfugiés de la planète, de la planète entière. Mais vous avez aussi un lieu où s'inventent les manières de résoudre ces inégalités et de faire en sorte qu'elles diminuent. Alors, M. Sajot voulait évidemment réagir au nom d'IBM. Je vous laisse une petite minute et puis après. Mais je pense que ce point est extrêmement important et je veux juste le préciser. Vous parliez de système clé en main et justement, c'est ce que l'on n'a pas fait chez IBM dans le monde des villes. Depuis 3 ans, on a déployé 2500 projets. Et quand je parlais des projets de Montpellier, de Nice, de Lyon ou demain d'autres villes françaises, ce sont des projets de recherche et développement associés à l'université, associés avec des startups. Parce que justement, la ville n'est pas une entreprise. La ville est un système complexe. On n'a absolument pas la connaissance de cette ville et il faut expérimenter. Et vous nous aviez demandé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait demander aujourd'hui comme action. Moi, j'en vois 2. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui font partie des autorités européennes. Mais la première chose, c'est la simplification sur les aides concernant la ville intelligente de la part de l'Europe, qui ont monté des systèmes de subventions où il faut des cabinets de conseil entiers pour arriver à comprendre ce qui est demandé. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'État aide l'expérimentation dans les villes. En Grande-Bretagne, l'État a décidé, il y a 15 jours, je crois, de doter de 23 millions Glasgow pour déployer des expérimentations. Et ça, c'est absolument fondamental. Il n'y a pas de système tout fait pour résoudre ces problèmes-là. Chaque ville a une spécificité, encore plus en Europe, avec une histoire lourde et une richesse. Et il faut pouvoir expérimenter des modèles différents dans chacune de ces villes. Roland Thompson. Oui, je suis d'accord que la ville est un système complexe. C'est quelque chose dont on se rend compte quand vous commencez à identifier les choses imparfaites dans la ville, les sous-communautés non encore identifiées. Et en fait, la ville est un lieu imparfait. Et il y a des groupes dans la ville qui cherchent à s'exprimer. Et quand vous regardez le système avec ces éléments, vous vous rendez compte que la réponse se trouve à l'intérieur du système. Et en fait, vous faites partie d'un écosystème plus large qui cherche à s'exprimer. Et si vous écoutez, vous pouvez ouvrir la porte. Si vous êtes architecte ou urbaniste ou autorité locale, et vous cherchez les gens qui ont le courage d'assumer le changement, vous avez le pouvoir d'ouvrir la porte et de créer un tissu social
social qui sera très fort et très lié. Alors, on va commencer les questions. Je vais commencer par une question qui m'a été adressée par Twitter, donc qui s'adresse à vous tous. L'Europe des métropoles est-elle contre les États et comment assurer les solidarités territoriales puisqu'une ville-monde a pour vocation justement de rayonner sur l'ensemble de la planète, ou en tout cas de traiter directement avec l'ensemble de la planète. Qui veut commencer à répondre à cette question ? Moi, je vais me lancer, c'est moi le politique. Monsieur Missika, allez-y. Je ne pense pas que les villes-mondes soient contre les États parce que, d'abord, souvent, les villes-mondes sont des capitales administratives. Londres est la capitale administrative du Royaume-Uni, Paris est la capitale administrative de la France. Alors, vous avez des cas de figure différents, par exemple au Canada ou aux États-Unis, où la capitale administrative, ou même aux Pays-Bas, où la capitale administrative est différente de la ville-monde. Mais si je prends, j'espère que je ne vais pas choquer ma voisine en disant ça, mais si je prends un conflit comme celui de la Catalogne vis-à-vis de l'Espagne aujourd'hui, il y a une manière de lire ce conflit comme une espèce de ras-le-bol d'une ville-monde, Barcelone, vis-à-vis d'un État espagnol qui ne la comprend pas ou qui ne la comprend plus. Et donc, il peut y avoir des problèmes. Si je prends le cas de Paris, c'est vrai que nous avons, gouvernement local, gouvernement municipal, quelques agacements parfois vis-à-vis de l'État français. Parce que, je vais vous donner un exemple simple, parce que dans la question, il y avait un sous-entendu qui, par exemple, m'agace profondément. C'est le sous-entendu que Paris bénéficie davantage que le reste de la France de l'argent public. Eh bien, la réalité est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la contribution des Parisiens aux dépenses obligatoires est supérieure à la contribution de l'État à Paris, en incluant tout. Donc Paris est un contributeur net au reste de la France. Et c'est très bien comme ça, et c'est normal d'un certain point de vue, puisque Paris est une ville riche. Mais il y a beaucoup de provinciaux, beaucoup de gens dans les régions qui croient exactement l'inverse. Et il ne faudrait pas que le malentendu aille jusqu'au conflit. Parce que c'est souvent comme ça commence par un simple malentendu et ça finit dans on en a assez de payer. Et donc, ce sont des choses comme ça. D'autres exemples, on parle de conurbation à 30 ou 50 millions d'habitants. Vous avez parlé même de 100 millions tout à l'heure pour la gauche. J'ignorais complètement. Je croyais que c'était moins, mais enfin, peu importe. Bon, il est clair que même des villes comme Paris, alors là je parle du Grand Paris, qui vont peser 10 ou 12 millions d'habitants, vont avoir besoin d'alliés. Et la question est, avec qui s'allier ? Et pour une ville comme Paris, on regarde les villes les plus proches. Et quelle est la ville monde la plus proche de Paris ? C'est Londres. Donc est-ce qu'il faut faire un axe Paris-Lyon ou est-ce qu'il faut faire un axe Paris-Londres ? Vous vous rendez bien compte que si vous faites un axe Paris-Londres, l'État français, je ne suis pas sûr qu'il va apprécier énormément. Voilà. Donc oui, effectivement, ce sont des sujets qui méritent d'être posés. Saskia Sassen. Pour moi, il y a un développement encore plus important, c'est l'urbanisation de la politique globale. Cela ne veut pas dire que les villes reprennent les pouvoirs des États, mais la privatisation, la déréglementation, tout cela qui fait partie du projet néolibéral, en fait, implique qu'il y a tout un tas d'interactions qui ont lieu maintenant en dehors de l'État, du contrôle de l'État. Quand une autorité chinoise s'en va à
aux États-Unis ou en France. Il ne va pas en France, en fait, il va à Paris, il va peut-être à Lyon, mais il va à Paris, il va à la ville. On a parlé des citoyens d'Europe. Je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de la ville globale, de la ville monde, mais pensez aux artistes, aux musiciens, aux théâtreux, à ce domaine numérique qui nous relie tous. En fait, en réalité et en dehors du cadre juridique, si on veut, il y a une urbanisation de ce qu'on aurait pu appeler par le passé les relations internationales. De nos jours, l'Europe des citoyens pourrait être un vrai projet. Et l'échange des connaissances, parce que le niveau de la ville, c'est un niveau différent que l'échelon de l'État. Et les connaissances qui sont déployées au niveau de l'État, au niveau national, sont différentes que les connaissances qui sont échangées au niveau de la ville. Alors, moi, j'imagine que si on vient vraiment à la racine, on met en place des connexions entre les villes, on pourrait être plus efficace en ce qui concerne le commerce, l'économie, la relocalisation de la production et la politique. Je pense que les États doivent réduire un peu leur champ de manœuvre. Le gros avantage des villes-mondes. Non, mais vous allez réagir à ça aussi. En fait, quand j'écoute Saskia Sassen, ça me fait presque penser au Moyen-Âge. Enfin, c'est-à-dire c'est ces grandes villes de commerce. La Renaissance. La Renaissance, ces guildes des villes hanséatiques, par exemple, qui fonctionnaient de cette façon avec des États, soit qui n'existaient pas, soit qui étaient très faibles à l'époque. Ce que dit Michael Bloomberg, le maire de New York, c'est que le gros avantage des villes-mondes sur les États-nations, c'est qu'elles n'ont pas de frontières entre elles. De frontières entre elles. Et je pense que la France qui avait écrit Paris et le désert français il y a quelques dizaines d'années est en train de revenir là-dessus. Et comme disait M. Missika, et on voit bien aujourd'hui que les autorités gouvernementales reconnaissent, quand je dis gouvernementales, c'est pas politiquement, c'est-à-dire les autorités aujourd'hui reconnaissent l'existence maintenant de ces métropoles qui vont tirer finalement le paysage français, alors qu'on était encore quelques années sur les régions. Et donc là, on voit la création de Paris plus 11 métropoles qui vont effectivement dans ce sens de villes comme porteurs finalement de la valeur du territoire au niveau international. Elena Alfaro, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? D'abord sur le cas de l'Espagne. Est-ce que c'est un conflit finalement entre une ville-monde et une capitale plus classique? Et si vous voulez réagir par rapport à est-ce qu'il y aurait une antinomie véritable entre les villes-mondes et les États? Just a short comment. There are a lot of studies and we have conducted some of them that show that nous avons mené des études qui démontrent que quand on regarde la mobilité des gens, la communication entre les personnes, les frontières administratives n'existent pas en fait. Il y a des frontières, mais qui ne correspondent pas aux frontières politiques. Voilà, on voulait dire quelque chose là-dessus sur la dichotomie État-ville-monde ou pas? No, the fact is that in Europe now more and more migration, il y a de plus en plus de mobilité, de migration. Il y a une culture de la peur. Et quand je parle avec des gens, on me dit que les sous-groupes dans les villes sont très divisés entre eux. Et avec l'état actuel de l'Union européenne, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans les grandes villes et qui demandent des assistants, des aides publiques, qui cherchent un emploi. Et donc, il y a un isolement culturel. Comment est-ce qu'on peut relier les communautés entre elles afin qu'ils puissent vraiment se voir, se comprendre? Il y a de bons exemples. Mais si vous utilisez des espaces neutres et des projets peu coûteux pour mettre en communication ces espaces neutres, comme par exemple à Los Angeles, il y a une promenade en bois qui a été mise en place il y a 30 ans. Ça coûtait presque rien, c'est mal maintenu, c'est une quarantaine de kilomètres qui va le long de la plage et qui fait un lien entre une zone d'habitation riche avec une zone de commerce et puis une zone d'artistes aux moyens plus modestes. Et cela a permis vraiment d'organiser cet espace et d'organiser une communication entre ces trois communautés très différentes par un moyen très simple. Et cela permet aux gens de se voir comme des êtres humains les uns et les autres.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'appelle Thomas, je suis étudiant en histoire à la Sorbonne et j'entendais dire que vous disiez que les villes-mondes, c'était les phénomènes qui allaient être la partie la plus importante du monde dans le XXIe siècle et qui allaient répondre aux diverses questions qui importent au monde entier finalement. Et comment finalement, alors qu'on voit bien qu'à Paris, à Londres et dans d'autres villes mondes, les classes moyennes et les classes populaires sont exclues de ces villes-mondes, et comment elles peuvent, ces villes-mondes, à la fois excluent les classes moyennes et les classes populaires et veulent répondre aux diverses questions du monde. Enfin, c'est assez étrange, comme exclure et à la fois vouloir répondre aux problèmes du monde. C'est assez étrange. Je peux Qui veut Il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte. C'est pas vrai que les classes moyennes et les classes populaires quittent les villes-mondes. C'est même quand on regarde les statistiques de l'INSEE pour Paris, on voit exactement le contraire. Il y a une augmentation de la présence des classes moyennes à Paris. Les classes populaires, j'ai la faiblesse de penser que ce que nous avons fait en matière de logement social a permis de maintenir ce qu'on appelle une mixité sociale dans une ville comme Paris. Et donc, vous savez, le Grand Paris, c'est 10 millions d'habitants. Vous imaginez vraiment que sur 10 millions d'habitants, il n'y a que des riches ? Il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a plus de classe populaire. C'est pas vrai. Je veux dire, on sait très très bien que dans la conurbation, dans la région parisienne et même dans le cœur de Paris, il y a encore une mixité sociale et une diversité sociale. Mais quand nous disons que c'est là que les choses se passent, c'est tout simplement parce que pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à la planète. Je pense, prenons l'exemple des énergies renouvelables et de la récupération d'énergie. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de gens extrêmement bien formés. Ils sont formés dans des universités. Où sont les universités aujourd'hui ? Vous avez besoin de laboratoires de recherche de haut niveau. Où sont les laboratoires de recherche de haut niveau aujourd'hui ? Vous avez besoin d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. Ces créateurs d'entreprises ont eux-mêmes besoin de toute une gamme de services, des avocats, des spécialistes de propriété industrielle, des spécialistes du recrutement, etc. Où trouve-t-on tous ces gens-là ? Je veux dire, je parle à côté de la femme qui a écrit le livre sur la ville globale et qui a expliqué que justement, qu'est-ce que c'est la ville globale ? C'est une ville, donc je me permets simplement de la citer, c'est une ville où vous avez tous les talents et toutes les ressources nécessaires justement pour pouvoir traiter des problèmes, que ces problèmes soient des problèmes énergétiques, numériques, écologiques ou autres. Voilà, c'est pour ça, si vous voulez, que les villes globales sont aussi importantes, que les villes-mondes sont aussi importantes aujourd'hui. C'est parce qu'elles regroupent les talents nécessaires à l'invention du monde du futur. Voilà. Et vous avez, je suis désolé, mais un chercheur, pour moi, c'est pas quelqu'un qui n'est pas classe moyenne. Il appartient, si jamais on s'intéresse à son statut social, il appartient à la classe moyenne. Un professeur d'université, il appartient à la classe moyenne. Un professeur de collège, il appartient à la classe moyenne. Et une infirmière, elle appartient à la classe moyenne. Donc, la question de savoir si les classes moyennes quittent Paris, je laisse ça aux spécialistes des polémiques politiques sans intérêt. Yes, but. Yes, but. And the but is a big one, and it comes back to what you are saying. Oui, mais, et c'est un grand mais, il y a en effet une expulsion, enfin, une exclusion de tout un tas de couches moyennes, on peut dire, de la société, qui pose un problème sérieux. Et les données sont claires dans beaucoup de villes. Mais je voudrais vous donner un point de vue historique. On revient sur la notion de citoyenneté. Pour moi, et c'est l'ironie du sort, peut-être que la France est différente, mais je le vois ailleurs, en Amérique latine, en Amérique du Nord, et dans beaucoup d'endroits, en Europe et en Asie. La classe moyenne modeste, les classes moyennes modestes sont en train de perdre de la vitesse. Et leurs enfants, qui ont 20 ou 30 ans maintenant, depuis ces trentaines d'années, une inégalité croissante, ces classes moyennes modestes
ne sont pas en train de critiquer la finance ou les groupes multinationaux. Ils pensent que l'État leur a fait défaut, car dans l'État néolibéral, c'est les classes moyennes qui bénéficiaient de l'intervention de l'État. Voici l'ironie du sort. Et je ne l'ai pas lu ailleurs dans un autre texte, mais cette classe moyenne modeste, aujourd'hui, est un acteur historique, car cette classe moyenne modeste est une condensée de toutes les contradictions. C'est des personnes qui ont travaillé, qui ont fait des études, ils ne sont pas allés en prison. Ces personnes sont prêtes à avancer et ils trouvent que l'État leur a fait défaut. Moi, je pense que la haute finance est aussi coupable que l'État. Mais cette classe moyenne s'est engagée auprès de l'État, non pas auprès du monde des finances. Et c'est très différent. La situation est très différente que celle qu'on trouvait dans les années 60-70. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant qui se déroule actuellement. Et ce qui est positif, une possibilité qui se dévoile, c'est qu'une sorte de révolte. Il ne s'agit pas d'une révolution syndicale, il ne s'agit pas des mineurs qui vont dans les rues, mais cette classe moyenne modeste, avec ses réclamations, peuvent nous aider à retrouver un État qui fonctionne vraiment, un État moderne avec des objectifs valorisants, des objectifs qui sont plus louable que les objectifs du secteur financier. L'État n'est pas forcément fautif à tout niveau, mais le citoyen peut s'engager auprès de l'État, peut intervenir auprès de l'État. Nous ne pouvons pas agir auprès des banques, nous n'avons aucun poids face aux banques. Mais par contre, face à l'État, si, nous sommes des citoyens. Juste deux mots. Je pense qu'on est tous sensibles et on comprend ce que vous adressez en termes de difficultés et que l'on peut voir dans les villes. La seule question, c'est, je pense que ce que disait Mme Zasquez, c'est qu'effectivement, les difficultés qu'on voit aujourd'hui ne sont pas automatiquement liées aux villes, d'abord. Il y a une étude qui a été publiée il y a un mois qui démontre que le PIB par habitant dans les villes sont supérieurs de 22% par rapport au reste du pays, et que c'est bien, donc la richesse est bien créée dans les villes. Alors par définition, quand on crée de la richesse, ça attire. Et donc il y a pas mal de gens laissés pour compte pendant un certain temps. Par contre, on sort totalement d'une société de taylorisme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la création de valeur et le concept de la croissance vient du partage, du coworking et des échanges. Et ça se passe dans les villes. Donc c'est, je pense, une amélioration, même si on peut tous déplorer que tout n'est pas parfait et qu'on n'a pas encore réduit totalement ce qu'on cherchait à faire, même si, encore une fois, et je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on peut le trouver, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont sortis du statut de pauvreté dans le monde et qui sont passés au niveau supérieur dans le monde entier, bien évidemment. Une autre question de la salle, s'il vous plaît. Mais je crois que le micro est parti tout là-haut, en fait. C'est pour ça. Bonjour, je m'appelle Tania, je suis étudiante à HEC. Et je voulais revenir sur l'intitulé de la table ronde. La cité de demain peut-elle être inventée en Europe ? Évidemment, il y a le mot Europe puisqu'on est dans une table ronde sur l'Europe. Mais je me demandais si les problèmes que rencontrent les villes européennes ne pouvaient pas être mieux réglés ou mieux approchés si on les approchait ville par ville et en se concentrant justement sur les petits détails qui font de ces villes globales des villes spéciales, Paris, Londres, Berlin, et non pas une ville globale générale. C'est-à-dire d'approcher les problèmes de chaque ville par la spécificité de cette ville et non par son caractère européen ou son caractère de ville globale. Je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question. Oui, mais... tout à l'heure, ce qu'on essayait de dire, c'était qu'effectivement, il fallait faire des expérimentations dans les villes. On parle d'un concept de ville globale, mais ça ne veut pas dire que c'est le même concept appliqué à chacune des villes. Et on a effectivement insisté tout à l'heure sur le fait de dire que chaque ville a son historique, d'autant plus en Europe. Et donc, par définition, ce que vous allez démontrer ou rechercher dans des expérimentations, c'est de voir
qu'est-ce que la technologie ou les apports qu'on peut avoir, on parlait tout à l'heure de recyclage d'énergie par exemple, va s'adapter dans un contexte et ne va pas être valable dans l'autre. Donc c'est bien par des expérimentations locales qu'on pourra progresser dans ce rythme-là, et sûrement pas en appliquant à chacune des villes un modèle qui par définition ne sera pas adapté toujours. Une autre question peut-être. Madame. Bonjour, je m'appelle Catherine Mantel et je travaille chez GDF Suez. Comme je reprends un point que M. Sajot vient d'évoquer, qui est effectivement la création de richesses. C'est vrai que l'urbanisation s'accompagne de gains de productivité absolument considérables. Donc cette création de richesses, l'urbanisation s'accompagne de création de richesses uniquement par le simple fait de l'augmentation de la productivité. Et ça, c'est ce qu'on trouve plus dans les pays émergents, parce que nous-mêmes, en termes de gains de productivité en Europe, malheureusement, il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Il y a quand même une chose qui me frappe, et je suis la personne qui avait envoyé le SMS tout à l'heure. À aucun moment, je n'ai entendu dans vos discours la nécessité, l'importance, l'impérieuse nécessité d'asseoir tous les stakeholders autour de la table avant de commencer quoi que ce soit. And nobody has said it. Voilà, this is my point. Oui, allez-y. So no, I think that's a very critical point. And in fact, oui, c'est un point critique, en effet. Et quand je parle des villes intelligentes, bon, ça c'est peut-être un autre sujet, mais je dis souvent que dans une ville, chaque quartier a du savoir-faire, a des connaissances. À New York, par exemple, où il y a beaucoup de SDF, ces SDF ont aussi des connaissances. Imaginez si on pouvait faire un effort de collectivisation de ces connaissances collectives. À l'intérieur d'une ville, c'est vrai que chaque ville est différente l'une de l'autre, mais à l'intérieur de la ville, vous avez aussi des capacités, des connaissances, des dispositions différentes. Et si vous regardez les questions d'environnement, par exemple, et vous mettez en place des technologies open source, il y a beaucoup de potentialités qui se dégagent. J'apprécie beaucoup votre commentaire. Oui, je pense que le crowdsourcing est vraiment fondamental pour inventer la ville de demain. La connaissance qu'ont chaque usager de la ville, de la façon dont elle fonctionne, l'expertise qu'ils ont doit absolument être collectée et traitée. Alors il faut se rendre compte qu'il y a des outils technologiques aujourd'hui. Ce qui manque, c'est l'usage social de ces outils, c'est-à-dire être capable véritablement de produire de la connaissance partagée, qui peut déboucher sur de l'opérationnel. Alors, ce que je pense, c'est que toutes les procédures qui ont été inventées au XXe siècle de concertation, je pense notamment aux enquêtes d'utilité publique, elles sont un peu obsolètes aujourd'hui. Il faut continuer à s'en servir tant qu'on n'a pas trouvé autre chose. Mais enfin, les gens n'ont pas l'impression, moi ce qui me frappe le plus, c'est que les gens n'ont pas l'impression d'avoir été consultés malgré les enquêtes d'utilité publique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il faut qu'on invente une nouvelle co-gouvernance avec les usagers de la ville, avec les citoyens, de telle manière qu'ils soient consultés en temps réel, peut-être, en donnant leur point de vue sur le projet en train de se faire, de telle sorte qu'ils puissent avoir la possibilité de communiquer leur expertise de la ville. Voilà. Je veux dire, il ne faut peut-être pas aller trop loin dans l'idée que chacun est expert de la ville, mais enfin, il y a quand même de ça. Il y a quand même l'idée que l'expertise de la ville ne peut pas être réservée uniquement à ceux qui ont leur diplôme d'expert. Une dernière question peut-être de la salle. Monsieur là-haut. En fait, ma question est à Monsieur Massika ou Missika. En fait, votre nom il n'est pas écrit sur le booklet. Ça concerne les énergies alternatives. En fait, moi, je me demande comment est-ce qu'on peut utiliser les énergies alternatives. Vous avez parlé que ce soit les égouts ou les radiateurs dans les appartements, pour réduire la consommation, la production plutôt d'énergie, les grosses énergies comme par exemple les centrales nucléaires, qui sont à des échelles complètement différentes. Comment on fait pour récupérer les données sur ce qu'on utilise, la répartition des énergies alternatives
dans les foyers ou dans les entreprises. Et ensuite, la production d'énergie à très très grande échelle. J'ai l'impression que c'est deux mondes un peu différents d'utilisation d'énergie. Et voilà, je suis un peu perdu. Non, mais j'ai compris l'esprit de la question. Vous savez, l'énergie nucléaire est une énergie qui est produite à très très grande échelle et qui suppose qu'il y a un réseau national, voire européen, de transport de l'électricité. À côté de cela, à côté de ces centrales qui nourrissent le réseau national ou européen, vous avez de la production locale d'énergie. L'énergie, c'est un terme générique qui renvoie à du gaz, à du nucléaire, mais aussi à de la récupération d'une énergie qui est déjà produite et qui est perdue. Le problème de l'énergie de récupération dans les grandes villes, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, vous pouvez avoir de la production locale. Quand on récupère la chaleur des égouts pour chauffer une école, en fait, on récupère de l'énergie localement pour l'utiliser localement. Quand vous faites du compost et que vous utilisez ce compost pour produire de l'énergie, c'est pareil. Vous allez produire localement et utiliser localement. Et donc, cette utilisation locale d'une énergie produite localement est un modèle qui va venir s'ajouter au modèle des grands réseaux. Et donc la récupération d'énergie, nous fixons des objectifs extrêmement ambitieux en matière de consommation d'énergie récupérée à Paris. Vous avez aussi en matière d'énergie renouvelable, certes, c'est pas possible de faire des éoliennes dans une ville comme Paris, mais vous pouvez utiliser le solaire, vous pouvez utiliser la géothermie. Vous savez que la région parisienne est très très riche en sources d'eau chaude. Vous avez aussi des idées, tout ce qu'on appelle les ressources cachées, les îlots de chaleur, le fait que dans une ville comme Paris, les restaurants, les boulangeries produisent de la chaleur et cette chaleur pourrait être récupérée. Vous avez des idées même un peu révolutionnaires consistant à dire que si vous avez une flotte de véhicules électriques suffisamment importante dans une grande ville, eh bien, les batteries de ces véhicules électriques pourraient servir à gérer les pics de consommation énergétique dans les immeubles avant d'être rechargés la nuit quand tout le monde dort. Donc vous voyez, la question de l'écosystème énergétique où le déchet de l'un est la ressource de l'autre en matière d'énergie, dans une ville de taille importante, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et à la fin du jour, vous raisonnez en termes d'équilibre, c'est-à-dire que si vous êtes dans une visée extrêmement ambitieuse, vous allez dire que, disons, d'ici 2030 ou 2035, 50% de l'énergie consommée à Paris devrait être une énergie de récupération ou une énergie renouvelable, alors qu'aujourd'hui, c'est 10%. Voilà, je crois qu'il est 4 heures. Donc, merci à nos intervenants, merci au public et à très bientôt.